Épisode du vendredi 27 octobre. Mon nom est Martin Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, le Grand Cirque poursuit son parcours en Amérique avec son arrêt annuel au Mexique. Nous allons faire un retour sur la journée de vendredi et les deux séances d'essais libres. Et pour débuter, comme à l'habitude, actualité dans le monde de la Formule 1. Actualité, le sujet qui n'a cessé de retenir l'attention depuis dimanche, eh bien, c'est la double disqualification du septuple champion du monde Lewis Hamilton et du monégasque Charles Leclerc à Austin, au Texas, lors du Grand Prix des États-Unis de dimanche dernier. Eh bien, ça a suscité plusieurs commentaires sur Internet, plusieurs questions aussi. Des gens s'interrogeaient sur le règlement. Il y a aussi eu les commentaires qui sont sortis des personnes concernées, dont Toto Wolff qui a dit en bon français, on prend le coup de poing sur la gueule puis on passe à d'autres choses, qui est une très bonne attitude selon moi. Il y a eu Charles Leclerc aussi avec une excellente attitude qui a dit il n'y a pas de façon de contourner ça. On a fait une erreur. Il n'y a pas d'excuse à ça et ça ne doit plus jamais se reproduire. Ensuite, on a eu Lewis Hamilton, lui, qui est venu nous dire que il y en avait d'autres qui n'étaient pas conformes. Un commentaire un peu enfantin. Ça vient ajouter un peu de l'huile sur le feu aussi sur la situation de ceux qui veulent bien entendre qu'il y aurait eu peut-être une espèce de conspiration contre Lewis Hamilton ou à l'endroit de Mercedes, là, un peu une continuité de tout ce qu'on a vécu depuis 2021. Ça m'a même poussé à dire que heureusement que Lewis n'avait pas remporté le Grand Prix du Texas, parce que là, ça aurait été une situation catastrophique pour la FIA et pour le sport de la Formule 1. On s'en serait jamais sorti parce qu'on se sort à peine de ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Donc là, présentement, ça a donné comme la place à ces gens-là qui aiment croire à ce genre de théorie-là, de penser qu'il y a eu erreur ou il y a eu une frasque de la FIA lors du week-end, quand pourtant on ne peut que lever notre chapeau. Quand il y a des zones grises dans les règlements, bien à ce moment-là, on est les premiers à critiquer, mais quand on applique le règlement, bien, pour certains, on critique pareil. Donc, il faut un peu se brancher ce qu'on veut. On en veut-tu des règlements ou on n'en veut pas? La procédure aussi, comment elle fonctionne, eh bien, c'est un peu malheureux parce que Lewis s'en va dire que, il y en a d'autres qui étaient illégales, là, on n'était pas le seul. Comment ça, c'est pas tout le monde qui a été vérifié? Lewis Hamilton, ça fait assez longtemps qu'il est en Formule 1. Il joue un peu les hypocrites parce qu'il sait que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que, point de vue logistique, lorsqu'un week-end se termine, c'est une course contre la montre pour les écuries de récupérer leur voiture, d'être capable de les envoyer vers une autre destination. Donc, si pour l'avion, on commence à inspecter 20 voitures à la fin d'un Grand Prix, Lewis Hamilton pourra bien se retrouver du côté d'une injustice encore si sa voiture n'était pas remise à son écurie avant minuit le soir. Ça pourrait créer d'autres problèmes, des problèmes très graves côté logistique, surtout quand on a plusieurs Grands Prix collés un week-end après l'autre. Donc, c'est pas possible. Il sait très bien, c'est un gars intelligent. Comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'il est en Formule 1, donc c'est pas la première fois qu'il voit qu'il y a eu des supervisions ou des inspections aléatoires sur les voitures. Il comprend lorsqu'il y a des séances de qualification, puis on demande à un pilote de s'arrêter pour la pesée, une pesée qui est aléatoire aussi, donc il y a une lumière qui s'allume, puis on dit à un pilote de s'immobiliser parce qu'on veut prendre le poids de la voiture pour savoir si tout est conforme. Mais on ne fait pas ça à tous les pilotes. On y va, comme le terme le dit, de façon aléatoire. Donc, on n'a jamais entendu Lewis Hamilton sortir ou militer pour l'idée de peser toutes les voitures lors des séances de qualification. Puis c'est un peu la même chose. Il sait qu'à la fin d'un Grand Prix, il y a certaines voitures qui vont être inspectées, il y en a d'autres qui ne le seront pas. Pour ce qui s'est produit à Austin aussi, la situation est encore plus, je pourrais dire, correcte d'une certaine façon, parce que Lewis Hamilton a terminé deuxième, mais il y a seulement une voiture qui a terminé devant lui, et c'est celle de Max Verstappen qui a été inspectée aussi. Celle qui a terminé derrière lui, c'est Lando Norris, il a été inspecté aussi, puis Charles Leclerc a été l'une des voitures les plus rapides du week-end, il a été inspecté aussi. Donc, au bout de la ligne, est-ce que le fait de savoir si Kevin Magnussen avait une voiture conforme, est-ce que c'est vraiment important dans la situation? Dans un monde idéal, je peux comprendre que ça serait le fun que tout le monde soit inspecté, mais ça ne fonctionne pas comme ça, ça n'a jamais fonctionné comme ça en Formule 1, donc c'est pas nouveau. Là, c'est parce que, en gros, il s'est fait prendre la main dans le sac, ou son écurie s'est fait prendre la main dans le sac, puis je pense pas qu'il y avait rien de... Il n'y avait pas de
malhonnête. C'était pas malhonnête de la part de Mercedes. Je pense que c'était simplement une erreur dans la configuration qu'on on a voulu aller trop bas. Puis en plus, c'est un règlement qu'on a voulu renforcer du côté de l'écurie Mercedes, du côté de Toto Wolff. C'est lui qui a demandé à la FIA d'intervenir la saison dernière parce qu'il se préoccupait de la sécurité des pilotes à cause du marsouinage. Donc, cette règle-là est là pour ça. Oui, elle existait en 1994. Le dernier qui a été pénalisé pour ça, ça a été Michael Schumacher. Mais la règle avait quelque peu disparu parce qu'on n'avait plus d'effet de ça en Formule 1. Il n'y avait plus ce danger-là d'aller rouler trop bas. La raison pourquoi les écuries tentent des configurations les plus basses possibles, c'est qu'on veut contrer ce phénomène-là du marsouinage. On veut avoir le moins de restrictions possible, on va aller plus vite, puis on veut être sûr que la voiture ne commence pas à osciller. C'est bien entendu que plus qu'on met la voiture basse, plus qu'on la met proche du sol, ben plus bas le risque de l'avoir sursauté. Plus on la met haute, mais à ce moment-là, on a un plus grand espace pour que la voiture se mette à sauter. Donc, c'est juste le concept qui va de soi. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça. Là, il y en a qui allaient trop bas. Toto Wolff était préoccupé, trouvait ça dangereux. Donc, la FIA, maintenant, on vérifie. On vérifie quoi? On vérifie l'assemblée de la planche. Donc, les plaquettes de métal qui sont situées sur la planche, on ne tolère pas qu'il y ait une usure supérieure à 1 mm lors d'un week-end de course. Donc, flambant neuve, ils ont 10. On mesure si ça descend en bas de 9. Comme Lewis Hamilton, sa voiture avait 8,44. Donc, à ce moment-là, on déclare que la voiture était trop basse, qu'on a eu un avantage sur les autres. Parce qu'il y a des voitures, là, comme la Red Bull, elle est capable de rouler la plus basse possible. Et c'est ce qui préoccupait, c'est ce qui fâchait un peu Toto Wolff et d'autres écuries l'année dernière, de voir que Red Bull, eux, étaient capables d'aller le plus bas possible, d'aller chercher le plus de performance possible, donc d'aller plus vite parce que de faire une moins grande restriction, mais les autres n'étaient pas capables d'aller là. Quand on allait là, on avait des problèmes aussi. On continuait avec le marché. Donc, ça faisait un problème inverse plutôt que de le contrer, ça l'accentuait. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'aller trop bas. Donc, on a voulu contrer ce phénomène-là et obliger que la FIA oblige tout le monde à remonter les voitures et à les empêcher d'aller trop bas pour ne pas gagner davantage. Mais là, eux, ils se sont fait prendre à le faire. Comme je dis, je ne crois pas que c'était malhonnête de leur part. Je pense que c'est juste un fâcheux incident. Mais ce qui est malheureux, c'est que Lewis Hamilton se dépeint comme étant, encore une fois, une victime. Il veut être un modèle dans la Formule 1. Il veut dire qu'il est l'image du sport, il parle souvent qu'il faut être un exemple pour les jeunes. Mais si tu veux vraiment être un exemple pour les jeunes, prends les responsabilités, excuse-toi, ou si tu n'as pas d'affaire à t'excuser, je pense pas qu'il y avait besoin de t'excuser, mais prends au moins tes responsabilités, puis essaie pas de faire croire que viens pas entacher la réputation du sport. Le sport n'a pas besoin de ça présentement. Il est arrivé assez de situations dans les dernières années qu'on n'a pas besoin de venir lever une controverse où ce qu'il n'y en a pas. Vous avez fait une erreur, on passe à d'autres choses. Comme ton patron, le patron de Lewis Hamilton l'avait dit, Toto Wolff, on prend le coup de poing sur la gueule puis on passe à d'autres choses. Puis je pense que ça devrait être la situation, ça devrait être la démarche qu'il aurait dû entreprendre. Du côté d'Aston Martin, ben nous, on a vécu le contraire lors du week-end. Il y a eu Mike Crack qui a informé qu'on avait joué un peu trop conservateur. Donc, on avait eu peur, justement, qu'à cause des ondulations du circuit, que la voiture finisse à frotter trop à terre. Donc, on a décidé de jouer plus haut. On a monté la voiture, donc la caisse, elle était supérieure à ce qu'on roule d'habitude. Et puis, il prétend que c'est ça qui aurait causé les problèmes de performance. Donc, on peut voir là, que chez certains, ça a été le contraire. Nous, on était trop haut. Il y a plusieurs situations face à ça. Du côté performance, eh bien, peut-être une mauvaise nouvelle pour les partisans de Formule 1 et une bonne pour les partisans de Red Bull. Eh bien, c'est que Red Bull, Christian Horner, a annoncé qu'on ne faisait plus d'évolution sur la RB19 depuis déjà les vacances d'été. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est une voiture qui n'a aucune évolution pendant que les autres continuent d'apporter des améliorations week-end après week-end. Chez Red Bull, on a déjà décidé que c'était terminé pour nous. Avec raison, là, avec les points au championnat, ils ne sont plus à risque. Là. Tout a été dans le sac, autant chez les constructeurs que pour Max Verstappen. Mais on a complètement tourné nos efforts sur la RB20 pour l'an prochain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je ne pense pas que c'est une bonne nouvelle pour la compétition parce que ça veut dire qu'on a déjà une grande longueur d'avance sur l'année prochaine et puis on continue d'être dominant. La plupart des écuries n'ont toujours pas trouvé la solution pour contrer une RB19. Puis chez Red Bull, on est déjà en train de concocter la RB20. Donc à ce moment-là, c'est peut-être pas l'idéal, peut-être pas la nouvelle que les adversaires voudraient apprendre.
Parlant de nouvelles qu'on ne voudrait pas apprendre aussi, toujours du côté de Red Bull, eh bien, Dietrich Mateschitz, qui était le propriétaire de Red Bull, qui est décédé l'an dernier, pratiquement un an jour pour jour, eh bien, la dernière grande décision qu'il avait prise, c'était de donner le feu vert à une nouvelle soufflerie pour l'écurie autrichienne. Vous m'avez bien compris, on veut une nouvelle soufflerie chez Red Bull et on va en avoir une. Les projets sont déjà entamés. On était supposé de les aménager à l'intérieur de notre nouvelle grande usine, là, à la fine pointe de la technologie qu'on est en train de faire pour le côté moteur, mais on manque d'espace. Donc, on a décidé d'avoir une localisation ailleurs. On nous a assuré du côté de Christian Horner que ça ne prendra pas plus de temps. On va respecter les délais. Donc, la voiture de 2026 devrait être construite avec la nouvelle soufflerie. Donc, ça veut dire que ça va être prête avant 2026, donc probablement à la fin 2024, début 2025, à temps pour qu'on puisse préparer, faire les préparatifs de la voiture 2026 dans notre nouvelle soufflerie. Présentement, chez Red Bull, on utilise oui, cette voiture-là là, qui domine. Elle a été construite dans une soufflerie qui date de l'écurie Jaguar, que Jaguar avait de Arrows, puis que Arrows avait racheté de la Deuxième Guerre mondiale, ça servait à développer des avions. Donc oui, depuis ce temps-là, il y a eu des rénovations, ça avait été mis au goût du jour, mais on avait atteint le maximum de ce qu'on pouvait faire dans ces mises à jour, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller avec une nouvelle. Là, du côté, on voit dans le sport, c'est un peu dur. On court après quelqu'un, mais lui, il n'y a personne qui s'arrête. Hein. Tout le monde est en mouvement. Donc, pendant que Aston Martin vient se doter d'une nouvelle soufflerie, pendant que McLaren fait la même chose de leur côté, et puis on essaye de rattraper Red Bull, et bien Red Bull fait la même chose aussi, de dire « Ah, vous avez des nouvelles souffleries, ben nous, on va aller en chercher une nouvelle aussi. » Donc, ça vient un peu s'égaliser. Donc, tout le monde va être à la fine pointe de la technologie. On est en train de faire le plein de munitions pour 2026. Donc, ça devrait être assez intéressant à voir ça quand tout le monde va peut jouer jeu égal. On va voir McLaren qui a sa nouvelle soufflerie. On a Mercedes qui apporte des grandes rénovations à son usine. On a Audi qui a une usine flambant neuve qui rentre en Formule 1 en 2026. Aston Martin, je ne l'ai pas déjà nommé, mais les autres aussi, c'est déjà inauguré. On continue de s'installer dedans. Donc, ça va être intéressant de voir un peu ce que les écuries vont être capables de faire. Ça va être capable un peu d'aller niveler les performances de tous les côtés. Parlant de soufflerie, eh bien, c'est l'écurie américaine Andretti Global. Mario Andretti et Michael Andretti, son fils, qui lui il s'est préparé son arrivée en Formule 1. Eh bien, lui, il a mentionné que dès la semaine prochaine, on allait rentrer une voiture en soufflerie. Donc, on a construit une Formule 1 2023, puis on va déjà commencer à faire des tests. Là, pour certains, ils vont dire, ben, pourquoi que ça va faire ça? Qu'est-ce que ça va servir? Ça va servir de voir ce qu'ils ont bâti. Ils vont être capables de comparer ça avec les temps qui sont en Formule 1 présentement. Donc, on va déjà être capable. Je trouve que c'est quand même une bonne stratégie de leur côté. Est-ce que je l'aurais annoncé? Pas pendant qu'on n'est pas confirmé en Formule 1. Ça peut peut-être paraître de l'arrogance. En même temps, je trouve que de se préparer, c'est pas fou. Mais est-ce qu'il est obligé de le dire? Non, ça pourrait peut-être venir fâcher déjà la Formule 1 qui ne veut pas l'avoir. Ça pourrait même faire peur, intimider les adversaires de dire, ouais, ben là, lui, s'il commence déjà à faire ses tests, puis là, on le rentre en 2026 ou en 2025, fait que, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais à sa place, je ferais la même chose. Si on a le budget, on a l'argent, fait que pendant ça là, on se prépare, on construit une auto, on commence à développer. On ne peut pas juste attendre, se tourner les pouces, puis aussitôt qu'on va avoir le OK, de dire, OK, on commence le projet. On a déjà entamé ça de son côté, donc ça va être intéressant de savoir. Je pense pas qu'on va avoir des résultats ou même ce qu'ils vont nous dire, ben, ça va valoir ce que ça va valoir, là. Mais déjà qu'on commence ce projet-là, puis on a vraiment, on sait que depuis longtemps que c'est sérieux, mais de voir de quoi de concret rentrer en soufflerie, ben, c'est assez spécial, là. C'est des bonnes nouvelles pour le clan américain. L'autre nouvelle qui nous vient pour la fin de semaine, ben, c'est un peu malheureux, ben, c'est les menaces envers Max Verstappen. Eh bien, oui, le père de Sergio Perez, depuis les derniers mois, qui se fait aller la trappe pas mal sur les réseaux sociaux, mentionnant que Verstappen, le pilote néerlandais, est responsable des malheurs de son fils Sergio Perez, que Red Bull est seulement derrière Verstappen et que c'est ça qui nuit à la carrière de Sergio Perez. Eh bien, il y a des partisans qui ont pris ça à la lettre et qui ont menacé de vouloir faire du tort à Max Verstappen. Et c'est pour ça que Helmut Marko, qui est le directeur des pilotes, lui a annoncé, le docteur a annoncé que Max Verstappen aurait des gardes du corps pour le week-end au Mexique. Le Mexique, c'est la terre natale de Sergio Perez et
une foule très hostile qui risque d'attendre Red Bull et Verstappen lors du week-end. Donc, ça va être... j'espère juste qu'il ne va rien se passer de fâcheux. J'en avais parlé la semaine dernière qu'on a ce risque-là, qu'on s'en irait vers ça avec ce qui est arrivé à Austin dans les cérémonies du podium. Donc, en espérant que tout va bien se dérouler, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris les procédures en compte pour être sûr que ça ne se produise pas, qu'on n'ait pas un événement là, qui pourrait venir entacher le sport à tout jamais. Donc, chapeau à ça du côté de Red Bull, mais en espérant que tout se passe en bonne et due forme, puis qu'on puisse avoir un Grand Prix sans événements fâcheux. Et maintenant, si se complète l'actualité, maintenant passons aux séances d'essais libres du vendredi. Journée de vendredi au Mexique, l'action qui se déroule sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce fabuleux circuit qu'on a aménagé, la piste qui passe à travers un ancien stade de baseball, le fort au sol, et bien sur notre page Facebook, vous allez pouvoir en savoir beaucoup plus et savoir aussi l'histoire des frères Rodriguez qui sont des emblèmes du sport automobile mexicain, qu'on a d'ailleurs baptisé le circuit à leur nom. Eh bien, Mexique, c'est des mots de tête pour les ingénieurs en Formule 1 et la cause est que c'est en altitude. On est à 2285 mètres. C'est la destination la plus haute dans le calendrier de la Formule 1. Donc, on a une perte de 25% de la densité de l'air. Eh bien, ça vient causer des problèmes pour la chaleur. Ça va être plus demandant pour une Formule 1 de rouler au Mexique que de rouler au Qatar. Bien, quand on dit restriction d'air, bien, on parle de le refroidissement est plus compliqué, on a moins d'air, mais on a aussi une moins grande restriction. Donc, la traînée est moins présente. Si on a moins de traînée, bien, on est capable d'aller plus vite. C'est pour ça que vous allez voir des voitures atteindre des sommets là, qui peuvent passer les 350 km/h. Mais aussi, on va manquer d'appui en virage. On a moins d'air, donc vous le savez, une Formule 1 a besoin de cet air-là pour se maintenir en piste. C'est pour ça qu'on va pouvoir... C'est vraiment de trouver la bonne combinaison. La combinaison pour refroidir le moteur, la combinaison pour grossir les ailerons, aller chercher de l'appui en virage. On peut se permettre de tricher un peu plus, de grossir les ailerons parce que comme on a moins de traînée, on est quand même capable de garder ces vitesses-là en ligne droite et d'avoir une bonne appui pour les virages. Donc, c'est vraiment de trouver... c'est pour ça que les deux séances d'essai libre sont 2 fois plus importantes pour vraiment être capable de jumeler tous les bons réglages ensemble, autant côté refroidissement. Est-ce qu'on met plus de trappes d'air sur les côtés des voitures? Là, vous avez eu la chance sûrement de voir des séances d'essai libre. On a pu voir qu'il y en a qui ont beaucoup de trappes sur les côtés. On rajoute, pour être sûr que ça ne surchauffe pas. Il y en a d'autres qu'on dit on les a pas de besoin, donc on les ferme parce qu'on ne veut pas que ça vienne causer des turbulences aérodynamiques. Donc, c'est vraiment une période d'étude aujourd'hui de voir on va de l'avant avec quoi, c'est quoi qu'on tente de choisir pour le week-end, comme c'est toujours le cas, partout où on arrive sur tous les Grands Prix. C'est juste qu'il y a beaucoup plus de complexité, il y a beaucoup plus de données à vérifier quand on arrive en altitude comme ça. Ça n'arrive pas à d'autres endroits durant l'année en Formule 1. Donc, il y a justement au Mexique qu'on est aussi haut que ça. Donc, c'est pas comme si on pouvait prendre justement les réglages du Qatar, dire « Ah, il faisait chaud là-bas, on va emmener ça au Mexique. » Non, c'est pas pareil parce qu'on n'était pas en si grande altitude que ça. Donc, c'est vraiment un cas isolé à toute fois qu'on arrive au Mexique. Ça donne des bonnes courses parce que ça vient un peu niveler l'écart entre chaque écurie. Les écuries qui ont des plus grandes lacunes en aérodynamisme, mais ça vient leur donner une certaine façon de rappeler, même si on a cette lacune-là, parce que c'est moins présent, c'est moins un facteur lorsqu'on circule au Mexique. L'autre nouvelle qu'il y a eu pendant le week-end aussi, c'est Carlos Sainz qui a manqué la journée médiatique. Il était malade, mais il devrait être à son poste. Il a été à son poste lors des séances de célèbres, puis il avait l'air correct. Donc à ce moment-là, il ne devrait pas manquer le Grand Prix. Au niveau des améliorations aussi, toujours disponible sur notre page Facebook les vendredis, voir les différentes mise à jour pour les écuries, eh bien, c'est Alfa Romeo qui est la seule à avoir apporté des vraies mises à jour à sa voiture. Les autres, ça a été toutes des petites mises à niveau pour venir contrer ce que je vous disais justement, la chaleur, venir contrer les lacunes d'aérodynamique. Donc, c'est toutes ces petites choses-là pour le port des écuries. Mais Alfa Romeo, lui, de leur côté, on a vraiment voulu apporter des améliorations à la voiture. Donc, ça va être intéressant de voir si on vient
on se bat présentement, même si on a une avance avec l'écurie Haas et AlphaTauri, mais voir si on est capable de soutirer des gains de ces améliorations-là qu'on a apportées pour le week-end. Si vous voulez savoir en savoir les plus détaillés, avoir tout ça en détail, bien, comme je vous dis, la page Facebook, c'est l'endroit où se rendre pour avoir toutes les informations sur ce que les écuries ont apporté. Pour ce qui est de Ferrari, Aston Martin puis Mercedes, on a décidé de se présenter avec les mêmes voitures. Bien entendu, pas de mauvaise blague, du côté de Ferrari et de Mercedes, on les a relevés, on les a pas laissés base comme à Austin. J'ose croire qu'on a compris notre leçon, mais côté configuration, tout ce qui est à part la hauteur de la voiture, bien, c'est supposé être pareil comme pour le Grand Prix des États-Unis. Eh bien, pour le reste, eh bien, on avait des pilotes recrues. On en avait 5 qui faisaient les essais libres. Donc, la première séance d'essais libres, on avait confié les volants à 5 recrues. Ça, c'est coutume en Formule 1 maintenant. C'est un règlement. On oblige chaque écurie à donner au moins une séance d'essais libres au cours de l'année à une recrue. Pourquoi qu'on fait ça? Eh bien, c'est pour que si jamais on en avait besoin, que ce soit en remplacement ou quand c'est le temps de faire graduer des nouveaux pilotes, puis que ce ne soit pas leur première fois de vie qu'on pilote une Formule 1, comme ça a été le cas pour Logan Sargent. Logan Sargent s'est présenté à Bahreïn au début de l'année pour les séances de test. Lui n'avait jamais piloté une Formule 1 dans un point de vue professionnel dans le cadre d'un week-end de course avant cette journée-là. Donc, c'est pour un peu éviter que ça se produise, on donne la chance à ces recrues-là. Il y a seulement Red Bull qui a adopté une stratégie différente des autres. On a décidé que ça serait à Abu Dhabi, donc au dernier Grand Prix de la saison, que Max Verstappen ainsi que Sergio Perez vont confier leur volant à une recrue. Comme je vous dis, ils sont obligés de le faire. On a décidé d'opter pour le dernier Grand Prix de la saison. Donc, on va le faire seulement la dernière course. Contrairement à d'autres écuries, il y en a qui l'avaient fait plus tôt en saison, il y en a beaucoup qui avaient choisi le Mexique. Point de vue stratégique, c'était là qu'on a décidé d'y aller. Donc, pour eux autres, Red Bull, nous, on fait pas ça pareil. On décide d'y aller seulement au dernier Grand Prix de la saison. Tsunoda, lui, il sait déjà, il va avoir une pénalité de 5 positions sur la grille dimanche pour un remplacement de son groupe moto-propulseur. Dans les simulateurs cette semaine plutôt, ça a sorti voir qui qu'on croyait qu'il y aurait des avantages sur le circuit au Mexique. Eh bien, vous ne serez pas surpris de voir que c'est Red Bull qu'on classait premier selon le simulateur, Mercedes deuxième, McLaren troisième, Ferrari quatrième, ensuite c'était Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, Aston Martin, Haas et les bons derniers sur le circuit étaient Williams. Tout ça n'a pas tenu, puisque lorsque la première séance d'essai libre, même si la séance n'est pas représentative, et normalement, qu'est-ce qu'on fait? On la prend et on la met aux poubelles. Mais Alex Albon était deuxième derrière Verstappen. Donc, les Williams semblaient en très, très grande forme sur le circuit aujourd'hui au Mexique. Pourquoi? Eh bien, comme on disait en entrée d'ouverture, on disait qu'il y a moins d'aérodynamisme, il y a moins de training. Donc, c'est moins un facteur sur ce circuit-là. Ça vient un peu jouer à jeu égal. Tout le monde perd 25% de leurs avantages. Donc, à ce moment-là, du côté de Williams, on semblait avoir cette vitesse-là. Là, je vous dis qu'on pense que c'est la cause, mais même chez Williams, on ne sait pas pourquoi on était si rapide que ça depuis le début en FP1. On semblait autant surpris que tout le monde de voir que Alex Albon se retrouvait là, pratiquement égal à la Red Bull de Max Verstappen. Et puis, pour la deuxième séance, mais ça n'a pas été le cas parce qu'il a endommagé le dessous de sa voiture. Donc, il a été forcé de ne pas compléter ses programmes d'entraînement. Donc, à ce moment-là, on ne sait pas vraiment s'il aurait poursuivi sur sa lancée qu'il avait entamée en début de journée. Pour les séances de CEB, eh bien, qui a pris le premier rang? Eh bien, c'est Max Verstappen, sans surprise. Il a continué sur sa lancée depuis le début de la saison de dominer tout au long du week-end et ce, en commençant dès le vendredi à la deuxième séance. Deuxième, bonne nouvelle bien, pour McLaren et ses partisans. Norris, deuxième, on continue. On avait l'air en très grande forme, on était très très près de Verstappen. Il y a certains secteurs sur le circuit, même que là où la McLaren était plus rapide. Ensuite, c'est Leclerc, troisième. Surprise avec Bottas, quatrième, qui a réussi à se classer devant Sergio Perez. Quand même, il faut le faire avec... est-ce que c'est les améliorations de l'Alfa Romeo? Est-ce qu'on a roulé avec des niveaux d'essence qui est plus bas que les autres? Ça va rester à voir demain durant les qualifications, mais il va falloir les avoir à l'œil. Williams, qui était quand même étonnant en première séance de pratique. Et puis là, Bottas qui vient se classer devant Perez. Perez est à la maison. Il y a fort à parier qu'il aurait voulu faire mieux qu'une 5e place en pratique. Mais il reste toujours la journée de demain pour se reprendre. Très, très, très proche de Perez. Juste à l'arrière de lui. Ça aussi, là, c'est surprenant. Là.
je vous dis, là, une feuille de papier derrière Perez, c'est Daniel Ricciardo à bord de sa AlphaTauri. Ça aussi, un message fort. Il y avait des rumeurs, on veut remplacer Perez possiblement par Ricciardo. On arrive au Mexique, il est chez lui, il se classe derrière Bottas, puis il y a Ricciardo qui lui souffle dans le cou. Là. Il est très, très, très proche. Est-ce que ça va rester demain? J'en doute, mais Ricciardo avait quand même connu, il a fini 8e dans la séance du matin, puis là, il finit 6e dans la deuxième séance. Donc, ça se tient. Possiblement quelque chose là. Les Mercedes, ça n'a pas été nécessairement l'idéal, mais on fait beaucoup de tests. On le sait le vendredi, on ne prend pas ça nécessairement comme quoi c'est vraiment la vraie performance du week-end. Souvent, on cache un peu notre jeu ou on fait énormément d'essais avant de vraiment choisir nos réglages pour la journée de samedi. Donc, on ne les compte pas battus pour autant pour tout de suite. Ils pourraient bien revenir. Et si on se fie au simulateur, les simulateurs les mettaient deuxième. Ça reste à voir, on a quand même du rattrapage à faire. Hamilton était 7e. Ocon, 8e, Piastri, 9e, Russell, coéquipier d'Hamilton, 10e, Sainz, filait pas eu une journée facile, il y a eu un problème hydraulique aussi, mais il essaie de reprendre la forme, il devrait être à son poste. On ne dit pas qu'il n'y a rien de grave, il était là, mais juste 11e pour lui aujourd'hui. Tsunoda, on sait, pénalité, on vous l'a dit, donc 5 places sur la grille, lui il était 12e, Joe 13e, Albon 14e, Hülkenberg 15e, Gasly 16e, Sargent, qui a eu ses premiers points au Grand Prix des États-Unis le week-end dernier, 17e, Stroll, 18e. Ce qui est arrivé à Stroll, bien, il a voulu rentrer au puits, on n'était pas capable d'y enlever un pneu. Il y avait une roue qui était coincée sur sa voiture. Donc, on n'était pas capable de la retirer, donc il a perdu toute la séance. Une bonne partie de la séance, pratiquement de 3/4, il n'a pas pu compléter vraiment des temps. Ça va venir faire mal à Lance pour le week-end. On en a déjà parlé ici à l'émission, comme quoi il a besoin de toutes ces petites minutes-là, non seulement pour vérifier ses configurations, mais pour aussi trouver ses points de repère. C'est pas le pilote qui est nécessairement très rapide pour trouver comment faire un tour lancé et avoir le maximum de la voiture. Ça lui prend plus de temps que pour d'autres. Donc à ce moment-là, de venir le priver, pas de sa faute, pas de la faute de l'écurie non plus, ça arrive, les prix mécaniques, la roue était coincée. À ce moment-là, bien, ça vient possiblement grandement compromettre son week-end. 19e, Magnussen avec la Haas. Et 20e, Alonso. Ben, Alonso il a fait un tête à queue, puis lui aussi, ça lui a coûté du précieux temps dans la séance. Donc, une séance à oublier pour l'écurie Aston Martin qui tente de rebondir après un week-end difficile. On vous disait aussi justement que Mike Crack avait mentionné qu'on s'est trompé dans les configurations. Oui, on avait apporté des améliorations. On ne veut plus faire ça. Il mentionnait cette semaine que c'est terminé. Là. On n'apportera plus des améliorations lors d'un week-end sprint. On se fait priver du temps en pratique, le temps de saisir ce qu'on apporte aussi. Donc à ce moment-là, nouveau règlement de l'équipe verte, on ne veut plus apporter d'amélioration dans des week-ends sprint. Donc, on va se concentrer l'année prochaine, quand on va vouloir procéder à des mises à jour sur la voiture, d'emmener ça dans des week-ends pleins. Un peu comme le Mexique, justement, où on a 2 séances d'essais libres, une séance d'essais libres le samedi aussi, avant les qualifications. Donc, on a 3 séances complètes pour faire des configurations avant que ça compte. C'est important pour les écuries, surtout quand on a du nouveau matériel. Eh bien, c'est ce qui conclut l'épisode pour aujourd'hui. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast. Je vous souhaite un très, très bon week-end de course. Notre prochain rendez-vous sera lundi. D'ici là, bon week-end.